Hello les amis, ce matin en me levant, j'ai eu une pensée au café pour les personnes qui vont rester seules ce soir pendant que d'autres festoieront en famille. Pour le réveillon de Noël, bien évidemment. Alors, je me suis dit que cela ferait peut-être plaisir à quelques-uns de m'écouter au lieu de broyer du noir tout seul. J'ai un ami très cher qui broyait du noir pendant cette période et cette année pour la première fois, je vais le savoir heureux. Il compte beaucoup pour moi et je sais qu'il se reconnaîtra. Alors j'espère réussir à finir cette émission pour qu'elle soit en ligne ce soir. Les autres regarderont peut-être celle-ci plus tard. Elle sera un peu complexe à suivre, donc si vous n'êtes pas au calme, bien concentré, remettez son visionnage à plus tard si vous le souhaitez, bien évidemment. Pourquoi complexe? Car sans y prêter une attention folle, j'ai dépassé les 20 000 abonnés. Et en lisant certains commentaires, je sens des personnes un peu perdues, voire décontenancées par ce qui se passe sur ma chaîne. Et comme je les comprends, en effet, je fais cette chaîne par passion, en essayant de monter crescendo dans les révélations dans des domaines différents. Et je peux aisément comprendre que des personnes arrivant sur ma chaîne sans avoir l'antériorité des sujets traités jusqu'ici soient perdues. Alors il est bon, de temps en temps, de faire un point et se permettre une analyse un peu poussée pour pouvoir continuer avec tout le monde. Alors je vous emmène avec moi pour une émission pas comme les autres. Pour commencer, il vous faut savoir que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous faites partie d'une infime proportion de personnes s'intéressant au sujet que je traite. Il faut bien être conscient que plus de 99% de la population se fiche totalement des sujets traités sur cette chaîne ou qui les balaie d'une main sans avoir jamais passé une seule seconde à les étudier. Cela s'appelle la capacité intrinsèque de chacun à ne pas avoir son champ informationnel entravé par des théories qu'ils ne peuvent admettre. Qu'est-ce donc ce champ informationnel? Il est différent entre chacun d'entre nous. Il dépend de divers facteurs, le milieu familial dans lequel on a évolué, de l'influence de certaines personnes auxquelles on peut se raccrocher sans savoir vraiment pourquoi. Et donc, ça nous façonne le cerveau, la façon de recevoir et d'accepter l'information. Le mot influenceur devient une banalité chez les jeunes de nos jours. Ils s'approprient les idées de certaines stars des réseaux sociaux et veulent leur ressembler. Ces dernières en profitent et vendent des produits aidés en cela par des marques qui ont bien compris le filon à exploiter. La capacité à réfléchir par soi-même devient de plus en plus limitée. Et quand un de ces influenceurs a le malheur de s'écarter des sentiers battus, celui de la pensée unique, il se fait vite démolir, il est obligé rapidement de présenter des excuses pour ne pas perdre la manne énorme que représentent ses abonnés et les ventes qui en découlent. Mais pourquoi les sujets que je traite et que vous aimez, pour certains, intéressent si peu de monde? Et cela ne va pas, hélas, s'améliorer avec le temps. Car en face, la machine de la pensée unique est en marche, un peu comme le nom du parti du président que les Français ont élu. Certains pensent que Internet permet d'avoir des sources d'informations alternatives, mais ils n'ont hélas pas compris que c'est un rouleau compresseur qui sert la pensée unique. Observez la majorité des jeunes de la nouvelle génération. Ils connaissent par cœur, par exemple, les marques et types de baskets, et il y en a des centaines. Ils suivent des youtubeurs célèbres que ni vous ni moi ne connaissons. Et ils connaissent des chansons de stars des réseaux sociaux qui ne passent même pas sur les radios. Vous êtes peut-être sur Facebook ou Twitter, par exemple. Pour eux, c'est totalement dépassé d'y être. Vous utilisez Messenger ou WhatsApp? Eux pas. Ils sont dans un monde formaté d'avance où penser différemment vous met au banc des copains et des copines. C'est très important de comprendre et d'analyser cela. Certains d'entre vous vont me dire qu'ils sont capables de se mobiliser par exemple sur l'écologie. Oui, bien sûr, il faut bien leur laisser des échappatoires qui ne mangent pas de pain
et ne dérangent personne. Les autres, un peu plus grands, arrivent sur le marché du travail. Et là, plus le temps de penser à nos sujets. Soit ils ont un travail après de longues et coûteuses études qui les occupent la majorité du temps, le reste est consacré aux soupapes de décompression, fêtes, vacances, copains. Soit ils ont un travail du style métro, boulot, dodo, avec des petits salaires, des soucis quotidiens à répétition, et ils ne vont pas non plus s'intéresser à nos sujets. En économie, on appelle cela la pyramide de Maslow, ou pyramide des besoins liés à la motivation. C'est du programme de lycée, mais je vais en rappeler ici les notions. Elle a été introduite dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow. Il a mis à jour 5 types de besoins pyramidaux. On ne peut satisfaire un besoin si le besoin précédent n'a pas été satisfait. Quel est le premier besoin? Il est évident, c'est le besoin physiologique. Manger, boire, dormir. Hélas, on est bientôt en 2020, il y a des milliards de personnes sur Terre qui ne savent pas, en se levant le matin, ce qu'elles vont manger dans la journée. Et n'allez pas croire que cela ne concerne que les pays du tiers-monde. Il y en a des millions, rien qu'en France. Une fois acquis de manière durable ce besoin physiologique, on peut s'occuper du deuxième, le besoin de sécurité, qui va regrouper le fait d'avoir un toit, un travail pérenne. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance et d'amour. Créer une cellule familiale, avec ou sans enfants. Un besoin d'affection venant des autres. Combien de personnes, par exemple, ne supportent pas de vivre seules? Elles ont besoin d'être au minimum à deux. Certaines sont même incapables de vivre seules. Ensuite viennent les besoins d'estime, être reconnu des autres, du cercle familial, mais aussi du travail. Avoir confiance en soi. Ce besoin occupe la majeure partie des discussions des personnes n'ayant pas dépassé ce stade. Par exemple, les critiques envers son chef, envers d'autres collègues de travail. Certaines personnes en sont omnibulées. Ils vous racontent cela sans s'apercevoir que cela n'intéresse qu'elles-mêmes au fond. Enfin, il y a le besoin d'accomplissement de soi. On veut se dépasser, être reconnu et estimé. Mais attention, là aussi, cela dépend de la motivation qui vous anime. Ainsi, pour un sportif, c'est d'être le meilleur, devenir champion du monde ou champion olympique. Pour un homme politique, c'est arriver au pouvoir. Pour un militaire, c'est devenir un haut gradé. Pour un scientifique, c'est d'avoir un prix Nobel. Pour un littéraire, recevoir le Goncourt, par exemple. On comprend l'importance d'une telle pyramide, car on peut la construire dans différents domaines. Dans celui de la pensée, par exemple, en construisant à la base un socle, celui de la pensée unique, qui est si fort, si large, qu'il sera difficile d'atteindre le rang suivant. Ce socle se construit grâce à l'éducation, aux médias institutionnels, au complexe industriel, au marketing, à la publicité. Prenons un seul exemple. On vous apprend, on vous endoctrine, que le fluor est indispensable à la bonne santé des dents. On vous empêche même de penser autrement. Car dans les hypermarchés, on ne trouve même pas de dentifrice sans fluor. Or, les millions de personnes utilisant des dentifrices sans fluor, moi par exemple, qui se vendent eux uniquement dans les magasins bio, qui paradoxalement eux ne vendent que du dentifrice sans fluor. Et quand on compare les personnes utilisant les dentifrices sans fluor et les personnes utilisant des dentifrices sans fluor, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas une santé dentaire différente les unes des autres. Cherchez l'erreur. Ce qui est aussi intéressant pour le pouvoir d'un pays en place, c'est de maintenir une majorité de personnes entre le niveau 3 et 4. Petit salaire, mais suffisant pour satisfaire les besoins alimentaires et ceux de se loger. Peu de temps pour réfléchir autrement après d'éprouvantes journées, du style se lever, partir tôt au travail à cause des embouteillages, rentrer tard le soir, préparer à dîner, aider les enfants aux devoirs, et enfin, s'installer devant la télé, où les programmes de la pensée unique les attendent et tournent en boucle. Les très mauvaises nouvelles des journaux télévisés
qui vous font relativiser votre situation, en se disant « Ah, ben finalement, je suis pas si mal ». Et enfin, des émissions ou des films divertissants, mais qui ne vous font pas réfléchir. En schématisant, c'est la méthode romaine du pain et des jeux du cirque. Si trop de gens basculent au niveau 1 et 2, il y a alors un risque évident de révolution sociale. On pourrait construire la même pyramide dans le domaine de l'ufologie, du paranormal ou des vérités cachées. Il faut acquérir des connaissances, beaucoup de connaissances pour pouvoir passer à un autre stade. Hélas, ces domaines ne sont pas étudiés à l'école et ne passent pas à la télé. Pour rendre la chose encore plus difficile, il y a des tonnes d'informations sur le net, le plus souvent contradictoires entre elles. Et il y a les fameux débunkers professionnels, qui se présentent comme des personnes sensées, sérieuses, possédant le savoir, et qui n'hésitent pas, grâce à des mensonges que peu de personnes, hélas, peuvent détecter, à détruire des théories. Mon ami, Massimo Mazzucco, a créé une chaîne en Italie de web TV qui s'appelle Contro TV. Je vous montre rapidement le générique. Buonasera, 20 dicembre, nel news della settimana, il commento con Giulietto Chiesa. Les premiers épisodes ont été consacrés justement aux méthodes des débunkers. C'est passionnant et édifiant à la fois. Je vous en ferai une émission spéciale. Cela évitera à certains de me balancer des liens vers des chaînes de petits débunkers français. Je vous apprendrai leur méthode. D'ici là, vous pouvez étudier l'histoire. Observez le nombre de fois que certaines théories de chercheurs de vérité ont été détruites par ces mêmes débunkers. Et au final, on a appris qu'ils avaient 100% raison, les chercheurs de vérité. Comme je l'ai dit dans ma communauté, certains se souviennent que l'Italie, dans les années 70-80, fut frappée de nombreux attentats que l'on attribuait à la mouvance de l'ultra-gauche. Qui ne se souvient pas des Brigades Rouges? À l'époque, si Internet avait existé, beaucoup de lanceurs d'alerte auraient averti que ce n'était que des attentats sous faux drapeau. En anglais, false flags. C'est quoi? C'est le fait d'organiser des attentats pour en faire porter le chapeau à d'autres. Bien entendu, ces lanceurs d'alerte se seraient fait conspuer, traités de conspirationnistes, par une énorme majorité, et par ces fameux débunkers qui fourmillent maintenant sur le net. C'est arrivé en Italie, mais à petite échelle, par le biais de petites lettres d'information militantes, et il fallait être abonné pour les recevoir. Et pourtant, le 24 octobre 1990, le Premier ministre italien avoua l'existence d'une armée secrète menant ces attentats. Son nom, Gladio. On y apprendra que chaque pays en possédait une. Plan bleu pour la France, et qu'elles étaient toutes sous l'égide de la CIA. On a la preuve que des attentats ont été menés et tués des civils innocents, juste pour servir des intérêts géopolitiques. Et quoi? Cela a déclenché quoi? Une révolte? Non, rien. Mis à part quelques titres dans les journaux. À méditer. Car cela continue encore de nos jours, et surtout dans de nombreux domaines, et aussi dans celui des découvertes extraordinaires et de l'ufologie. Ceux qui sont à l'œuvre ont plusieurs noms. Gouvernement de l'ombre, Illuminati. Mais certains de nos hommes politiques ont avoué face caméra qu'ils ne pouvaient rien contre eux. François Fillon, Philippe de Villiers, François Hollande, pour ne citer que quelques exemples français que vous pouvez retrouver facilement sur le net. Et que faisons-nous? Bah rien. Pensez-vous vraiment que, en plus de 100 ans, nous n'avons rien trouvé de mieux que le moteur à explosion? Nikola Tesla avait découvert comment transporter de l'énergie. Une radio émet des ondes, et avec votre récepteur, vous pouvez capter votre station favorite. Mais vous ne recevez qu'un signal radio, qui est une onde. Tesla, en observant les orages, les éclairs, la foudre, s'est demandé si de l'énergie ne serait pas disponible. Il avait découvert, en faisant ses gigantesques essais avec la fameuse tour de Vandercliff, que l'on pouvait puiser de l'énergie
dans l'ionosphère et la transporter à un récepteur. Ce dernier fut une batterie primaire possédant une plaque négative que l'on pouvait changer en 5 minutes. Pas besoin d'énormes batteries de stockage qui mettent du temps à se recharger. Ces différentes voitures électriques feraient passer, pour totalement dépasser, Elon Musk, qui a pris le nom de Tesla pour son entreprise, pour construire ses berlines haut de gamme électriques de même nom. Car les voitures d'une vraie Nikola Tesla avaient une autonomie bien plus importante. Mais bien évidemment, les banquiers, JP Morgan en tête, ne voulaient absolument pas de la voiture de Tesla. Comment allait-il pouvoir facturer le client si celui-ci puisait de l'énergie gratuite issue du mouvement de la Terre, de son atmosphère et de ses champs magnétiques? Depuis Tesla, de nombreux autres chercheurs ont trouvé des alternatives aux moteurs à explosion. Soit on les écarte, soit on achète leurs brevets pour ne pas les utiliser. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous faites 100 euros de gasoil ou d'essence, c'est 60 euros de taxes que vous donnez à l'État. 60 euros. N'oubliez jamais cela. Voilà encore un exemple de la mainmise de l'énorme complexe militaro-industriel avec les banques qui gouvernent ce monde. Et surtout, des vérités que l'on vous cache à l'aide des débunkers aux ordres. Je vous mets dans le descriptif de l'émission des liens sur les sources de prix du carburant et celui aussi d'un site italien où vous pouvez suivre en live et même écouter les différents champs magnétiques et électriques de la Terre. Bien, revenons à l'étude des phénomènes ovnis et paranormaux. Ce sont des domaines que les scientifiques, hélas, ne vont pas étudier. Ou alors, s'ils le font, ils prennent le risque, qui devient même une certitude, de se mettre au banc de leur communauté respective. Prenons par exemple le phénomène des EMI, expériences de mort imminente. La majorité des scientifiques vont vous raconter des histoires sur l'activité électrique du cerveau, en phase terminale ou dans le coma, donnant des hallucinations. Or, tous les scientifiques, et dans ce domaine, heureusement, il y en a, qui ont réellement et sérieusement étudié les EMI, vous diront que c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont étudié de façon empirique des milliers de cas. Et la similitude des récits fait qu'il n'y a aucune espèce de probabilité pour que cela soit le fruit d'une hallucination. Ou alors, il faudrait admettre que cette hallucination soit collective et unique dans le monde. Et là, il serait encore plus en peine de pouvoir l'expliquer. Je ferai, en 2020, des émissions sur les EMI. C'est pareil dans le domaine des découvertes interdites ou de l'ufologie. Une chape de plomb est imposée, car sinon le système explose. Le système de l'esclavagisme moderne des peuples au profit d'un tout petit nombre. Prenons le cas que nous avons étudié récemment. La découverte sous les montagnes du Bouchegui, en Roumanie, de technologies non comprises par les humains est bien plus en avance. Bien entendu, si nous reprenons notre pyramide de Maslow, cette fois-ci adaptée à ce que l'on croit savoir, il est évident que 1. La grande majorité ne va même pas s'intéresser au sujet. 2. Qu'une autre partie de la population qui se situe dans les strates de connaissances 1 et 2 ne va pas y croire. Et que ceux qui sont dans les strates 3 et 4 vont avoir du mal à croire et préféreront remettre en doute ces récits. C'est normal. Maintenant, faites le vide dans votre tête. Mais alors, faites le vide dans votre tête. Et prenez comme hypothèse que cela soit vrai, que l'on a découvert dans des bases souterraines, en Roumanie, des technologies que l'on ne comprend pas. Et que, dans le même temps, vous faites partie de l'élite et que vous avez, vous personnellement, comme mission de ne pas divulguer ce secret. Comment vous y prendriez-vous ? Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et y réfléchir sérieusement. Prenez cela comme un jeu, en considérant vraie l'hypothèse de départ avec ce que vous savez du mont Bouchegui, une montagne perdue au milieu de nulle part en Roumanie, avec une base souterraine
découverte. Vous avez fait le test? J'aimerais être une petite souris pour lire votre réponse. Il ne faut pas oublier ce que disait Benjamin Franklin. 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Il avait raison, et croyez-moi que n'importe quel service secret au monde le sait aussi. Alors, comment feriez-vous pour garder l'endroit et la découverte secrète? Langue au chat? Bien, il faut savoir, pour ceux qui ont à peine découvert cette affaire, que la région du mont Bouchegui en Roumanie était, avant cette affaire, coutumière d'observations d'ovnis, de phénomènes étranges, ainsi que de découvertes archéologiques tout à fait stupéfiantes, dont par exemple des squelettes humains, mais géants, faits par de nombreux paysans dans la région. L'histoire des squelettes a vite été réglée. On a organisé un concours de graphisme sur le sujet, la maîtrise de Photoshop sur le thème de découverte fortuite de squelettes humains géants. Le net a été inondé, et hélas, à ce jour, 99% des photos que vous pourrez trouver sur le net de squelettes géants sont fausses. Bien joué. Reste le problème de la découverte en elle-même. Comme on part du principe qu'un secret ne peut être gardé, on élabore une stratégie raffinée, souvent utilisée dans le monde de l'ufologie. Je vous rappelle la méthode utilisée en ufologie? Ne pouvant maîtriser partout dans le monde des flots de témoignages, et maintenant des flots de vidéos et de photos, d'ovnis ou de phénomènes étranges, on a établi dans chaque pays une organisation de référence qui fait semblant de s'occuper du sujet. En France, elle s'appelle le GEPAN, aider des gendarmes. Vous faites une super vidéo d'un ovni, vous appelez les gendarmes qui vous la prennent et la donnent au GEPAN, et adieu vidéo. Mais ce n'est pas suffisant, car hélas, au fil du temps, cela commence à se savoir. Même si, je vous rappelle, que plus de 99% de la population ne s'intéresse pas et ne connaît pas le sujet. Donc, des chaînes comme la mienne. Donc demain, si une personne fait une vidéo, elle a une forte probabilité de faire partie de ces 99% qui ne connaissent rien. Elle va encore avoir donc le réflexe d'appeler la gendarmerie, qui va confisquer la vidéo pour la donner en analyse, soi-disant, au GEPAN, qui ne la remettra jamais. Ils disent « Ah ben oui, mais il nous faut la vidéo originale pour bien l'analyser. » Et donc, il faut quand même s'occuper du petit 1% qui reste. Et là, le meilleur moyen est de s'introduire dans le milieu ufologique. C'est la méthode ô combien classique de toutes les agences de renseignement. Je ne sais pas combien de films vous avez vu sur ces faux espions qui s'introduisent dans les mouvements qu'ils veulent contrôler. On fabrique donc de toutes pièces des soi-disant ufologues. Bien sûr, pour qu'ils soient vite reconnus et incontournables, on leur donne des infos de première main. Ce sont les ufologues qui vont être invités sur les plateaux TV, toujours pour rien dire. Occuper le devant de la scène, faire des conférences, écrire des livres. Les 1%, en confiance, quand ils vont récupérer des documents importants, ne vont bien évidemment alors plus se diriger vers le GEPAN, mais ne sachant pas quoi faire de leurs documents, vont contacter ces ufologues qui occupent le devant de la scène et qui sont crédibles à leurs yeux. Et ils ne verront plus jamais leurs documents. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et c'est ainsi dans chaque pays. Néanmoins, et c'est cela qui est croustillant, ces ufologues, pour continuer à être crédibles, publient de temps en temps de vraies informations pour continuer à embrouiller leur monde. Et surtout, pour rester au devant de la scène. Je ne sais pas si d'autres que moi vous racontent ce que je suis en train de vous dire. J'espère que oui. Retournons au Bouchegui, car là, il ne s'agit pas de se protéger de fuite de documents, mais bel et bien de protéger un lourd secret qui ferait voler en éclats bien des religions, bien des croyances. Eh bien, personnellement, j'utiliserais la même méthode. Je devancerais le secret. On ne peut là-bas, du jour au lendemain, venir avec des soldats en armes, mettre des barbelés partout. Cela éveillerait puissance 100 les soupçons. C'est bien qu'à la zone 51, il y a des barbelés, il y a des soldats en armes, des caméras. Mais là-bas, on dit que c'est un terrain militaire. Donc, c'est normal que les gens disent « Ah bah oui, si c'est un terrain militaire, ils font des choses secrètes, ils essayent des armes secrètes, donc c'est normal qu'il y ait des barbelés. » Mais là, tout d'un coup, en pleine montagne, au Bouchegui, comment
expliquer à la population qu'il y a des militaires qui arrivent en masse, qu'on leur mette des barbelés, que la cabane que vous a montré Gérard Desforges devienne un territoire interdit. Pas possible. Donc on réalise un camp, comme l'informateur de Gérard l'a relaté, avec comme couverture un centre d'entraînement sportif, mais très surveillé discrètement, et, comme il l'a raconté, il en a fait les frais. Si on s'approche de trop près, on est arrêté. Mais si c'était un vrai camp d'entraînement sportif, pourquoi on se ferait arrêter en s'approchant de trop près? Mais cerise sur le gâteau, pour les 1% de la population qui s'intéresse à cette histoire, on publie des livres en reprenant la méthode des ufologues infiltrés. On y met du vrai et on y rajoute du faux. Vous, mes abonnés, faites partie du 1%. Mais de ce que vous a raconté Gérard Desforges, qu'est-ce qui vous a fait le plus douter? Mais à la rencontre de militaires avec des reptiliens. Mais justement, qui raconte cela? Des militaires et de haut rang en plus. Beaucoup de mes abonnés, sachant que, perso, je ne crois pas aux reptiliens, m'ont interpellé. Alors quand je dis que je ne crois pas aux reptiliens, c'est bien entendu les reptiliens du New Age, les méchants contre les grands blonds gentils. Alors c'est Noël, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous avouer que pour moi, grands blonds nordiques et reptiliens, ce sont les mêmes. Les mêmes. Ça veut quand même dire qu'ils existent. Oui, il existe une espèce qui peut se montrer à vous comme bon lui semble. Mieux, elle se montre à vous en fonction de ce qu'elle veut obtenir comme effet sur vous. Peur, effroi, empathie, amour, il se transforme. Vous demandez à un enfant, grand blond, ça fait pas peur. Reptilien, fait peur. Or, il semble que la forme de reptilien est celle qui fasse, d'un côté, le plus peur, mais qui reste aussi crédible. Dans le sens que si on montrait un crocodile, ça fait peur, mais c'est pas très crédible, quoi. Sauf que, une fois de plus, étudions les témoignages. Notre ami historien Eric Zurcher l'a très bien fait en répertoriant, d'une manière très professionnelle, le nombre hallucinant d'espèces extraterrestres rencontrées dans le monde. Je l'avais déjà expliqué sans aller dans le détail comme lui l'a fait dans la première partie de mon émission Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines. Il en est de même pour les reptiliens. Si on recense les différences, certes des fois infimes, mais tout de même, des témoins ayant vu des reptiliens, il serait plus d'un millier d'espèces différentes déjà. Est-ce crédible? Un millier d'espèces reptiliens, un millier de grands blonds, ce n'est pas crédible. Et surtout, quand on va au fin fond de l'analyse, comme je l'ai fait par exemple entre le cas Jean Miguer et le cas Roro, on voit bien qu'il y a des différences fondamentales dans les récits, alors qu'intrinsèquement, ils racontent la même chose. L'un, confédération intergalactique, l'autre, confédération interstellaire. On voit que les histoires sont complètement différentes. Comment pourrait-il y avoir une confédération intergalactique qui ne connaît pas une confédération interstellaire qui s'occupe tous de la Terre? Je ne sais pas combien de milliers, dizaines de milliers de races soi-disant extraterrestres s'occuperaient de la Terre. Tout cela fait partie d'une vaste manipulation. Attention, je le répète haut et fort, je crois aux témoignages des personnes ayant vu des reptiliens, des grands blonds, des petits gris. Là aussi, il faut être sérieux. Bien évidemment, si vous n'avez qu'effleuré le sujet, la première fois que vous allez entendre parler d'un reptilien, vous allez rire et vous moquer. Et c'est compréhensible. Mais revenons une fois de plus à la pyramide de Maslow. J'étudie ces phénomènes depuis longtemps. Je lis, je reçois des témoignages qui, pour leur grande majorité, je ne vous les ai jamais révélés. Les personnes qui témoignent ne veulent aucune publicité, n'ont rien à vendre et ne voudront jamais témoigner tant ce qu'elles ont vécu dépasse leur entendement. Alors, imaginez de l'entendement de ceux à qui elles le racontent. Si vous étiez comme moi et que vous receviez des témoignages des quatre coins du monde,
Des personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui, je le répète, ne vendent rien, qui ne veulent pas de publicité, qui ne veulent pas faire de vidéos, d'émissions, vous vous poseriez aussi des questions à savoir, mais comment, pourquoi? Et vous verriez qu'au fil du temps, la probabilité que votre champ informationnel accepte de croire à ce qu'elle raconte augmente au fil du temps. Il ne pourra pas le faire tant que vous n'êtes pas confronté à cela. Moi aussi, si j'avais reçu qu'une seule fois le témoignage d'une personne ayant vu un petit gris, un grand blond, une Vierge Marie, un démon, je ne l'aurais pas cru. Mais en recevant autant de témoignages à la fois, en notant les similitudes frappantes, étonnantes, extraordinaires, pourquoi ne vous les croiriez pas? Ces personnes ont juste besoin de parler, rien d'autre. Elles veulent juste parler, se confier, échanger avec quelqu'un qui ne les prend pas pour des débiles. C'est cela qui est passionnant à étudier. Alors revenons au mot Bouchégui. Le simple fait d'introduire des hauts gradés militaires racontant des rencontres fortuites avec des reptiliens fait chuter justement la crédibilité parmi les 1% qui s'intéressaient à cette affaire de façon drastique. Le reptilien a encore de beaux jours devant lui, car nous sommes hélas très peu à dénoncer cette supercherie. Du reste, j'aimerais que l'on m'explique, autrement que par Freud, le cerveau reptilien. Personnellement, je considère cette analogie comme fausse. Nous ne possédons en rien un cerveau reptilien. En résumé, ce que je peux vous dire est que dans le domaine qui nous intéresse, il n'y a qu'un moyen de découvrir la vérité. L'empirisme. Mais l'empirisme en ayant un esprit ouvert, très analytique dans les faits exposés. Ce que je peux vous dire est qu'il est impossible, et cela même avant la venue d'Internet, que des personnes anonymes aux quatre coins du monde racontent des choses identiques, sans se connaître, avec juste des détails infimes, mais qu'il faut déceler, qui sont différents, et qui ne correspondent pas. C'est le but de cette chaîne, qui à la fois, en faisant ça, je me mets à dos l'ufologie classique, je me mets à ceux qui croient aux reptiliens satanistes, ceux qui croient aux grands blonds sauveurs, mais aussi des tonnes de débunkers professionnels que j'ai sur le dos, sans compter les saint Thomas qui, avec leur sempiternel, je ne crois que ce que je vois. Oui, mais le jour où ça va vous arriver, vous n'allez pas y croire non plus, c'est ça qui est dingue. Ce que je vous délivre sur ma chaîne, c'est aussi un infime pourcentage de ce que je reçois comme témoignage. Je ne vous livre des émissions que lorsqu'un nombre suffisant de personnes anonymes, ne se connaissant pas, racontent les mêmes choses. Ça, c'est mon défaut parce que j'ai fait des études en sciences économiques et de gestion et ça, on étudie énormément les probabilités, les panels, et donc c'est mon défaut. Mais ça ne ment jamais. Alors, regardez, quand il y a des élections, vous connaissez absolument pas le résultat des urnes, mais rien que le fait que le panel des gens sondés, un petit panel, 1000 personnes en moyenne, sondés à la sortie des bureaux de vote, vous donne le résultat à 0,3% près. C'est ça, les statistiques. Alors si on croit les gens qui ont été votés, pourquoi on ne croirait pas les gens qui ont vu des choses extraordinaires? C'est quelque chose que je ne comprends pas. En quoi une personne se mettrait à raconter, sans chercher de publicité, sans se chercher à faire son intéressant, quelque chose de complètement fou à un inconnu? Ça n'a pas de sens. Concernant le Bouchégui, c'est évident qu'on nous cache des choses. Pour ceux qui ont étudié vraiment l'affaire depuis une dizaine d'années, et des personnes très sérieuses qui l'ont fait arrivent toutes à la même conclusion que moi. Est-ce exactement ce que les services secrets, c'est-à-dire ceux qui se cachent derrière le pseudo de Radu Sinamar, nous relatent dans leurs livres? Je pense pas, mais il y a une vaste partie de vérité, et on démontrera cela petit à petit pendant l'année 2020. Le seul conseil que je puisse vous donner est d'avoir un esprit ouvert,
Ne vous arrêtez pas aux limites de votre propre champ informationnel. Mais dans le même temps, restez prudent sur toutes les informations que vous recevez. La grande manipulation est présente à tous les strates, à tous les niveaux. Et c'est bien pour cela que ma minuscule petite chaîne dérange tant. Mais je ne risque rien, car elle ne deviendra jamais grande. Je ne vais pas vous abandonner ainsi. Je vous ai concocté quelques vidéos sur le Boussegui et diverses petites choses sur la théorie de la Terre creuse. Théorie de la Terre creuse qui, elle aussi, est relatée aux quatre coins du monde avec des similitudes étonnantes. Et bien avant l'arrivée de l'Internet. Mais alors là, bien avant, puisqu'on a déjà des récits du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle sur la Terre creuse. Mais ça fera aussi l'objet d'émissions spéciales parce qu'il faut y consacrer du temps. Alors imaginez pas la Terre comme un énorme trou au milieu et que c'est tout creux. Non, c'est pas aussi simple. Alors évidemment, vous allez entendre, oui, mais les études, les scientifiques montrent qu'il y a une densité très forte au centre, ce qui montre qu'il y a un noyé d'eau fer en fusion. Il y a d'autres choses pour faire une densité forte au centre de la Terre. Et comme je le répète à tout le monde, quand vous étudiez les théories sur la formation des planètes, on vous dit que voilà, que c'est une accumulation de roches qui se mettent à tourner et que ça forme des planètes. Ouais, d'accord. Sauf que dans le même temps, ils disent que, concernant la Terre, c'est très dense au centre. Soi-disant le cœur en fer en fusion. Ouais, sauf que si vous prenez une boule vide, là, vous mettez des petits cailloux dedans, du gravillon, et vous faites tourner vite. Comment il fait le petit gravillon pour se retrouver au centre? Il va aller aux alentours, il va pas aller au centre. Mais là-dessus, ils se taisent. Je n'ai pas d'explication à ce niveau-là. Il y a des astrophysiciens qui remettent en doute, qui remettent en cause complètement la théorie du noyau de fer en fusion. Mais complètement. Quand je dis des astrophysiciens, ceux qui ont fait des études classiques, évidemment, ils sont mis, comme je vous l'ai dit, expliqué au début de l'émission, au banc. Ah, ça y est, lui. Oh. En fait, oui, il a fait des études d'astrophysicien, mais il est con, quoi. Non. Et aussi, je vous mets la musique que vous semblez bien aimer, que j'ai prise sur YouTube, je ne connaissais même pas l'auteur. Donc l'auteur, j'ai fait des recherches avec Shazam, et Vexanto, et le titre Now. Je vous mets les références dans les liens. Et je vais aussi vous relater qu'il existe au fond de la vallée du Bouchegui une petite chapelle construite à l'entrée d'une grotte où plusieurs chemins mènent à l'intérieur. On peut toutes les visiter, tous ces passages souterrains, sauf un, strictement interdit. Comme par hasard, comme souvent, là où il y a des mystères à cacher, l'église n'est pas loin. Quelle que soit l'église, quelle que soit la religion, on s'en fiche de ça. Il y a encore une info que m'a donné un abonné, suite à mon émission sur l'affaire Roro et son apprentissage du yoga. Vous savez que Roro, c'est l'affaire qui a été qui est partie 1 an avec soi-disant des extraterrestres, mais qui, pour moi, sont des intraterrestres, qui lui ont appris le yoga. Alors, vous savez aussi que dans la communauté, là, proche de Radu Sinamar, il y a des fuites que je vous avais relatées la dernière fois, qui préconisent l'utilisation du yoga. Or, un abonné m'écrit ceci. Ça donne envie de retourner en Roumanie, pays qui m'avait déjà interpellé. J'y ai passé 2 étés pour des stages de yoga tantrique. Tous les Roumains savent que tout culte religieux était interdit pendant les décennies soviétiques, quand il y avait le dictateur Ceausescu à l'œuvre. Évidemment, certains continuent en secret. Et pourtant, ils ont maintenant la plus grande école de yoga d'Europe, peut-être du monde, avec des dizaines, des centaines de milliers d'adhérents dans le monde, et 25 années d'enseignement. Oui, certains sont en 12e année par exemple, d'autres sont en 23e année. Unique au monde, je pense.
Leur maître enseignant a bien sûr été mis en prison comme toute personne ayant trop d'influence dans l'élévation des consciences humaines. Je crois même que c'est la France qui l'a livré. Voilà, faut pas s'étonner, la France. Dès qu'il y a une connerie à faire, la France est dedans, quoi. L'Ayatollah Khomeini, il a été pris haut, le petit gentil Ayatollah Khomeini, par Valéry Giscard d'Estaing, pendant que les Iraniens étaient très contents avec leur chat d'Iran. Mais bon, c'est une autre affaire. Encore un mystère sur ce yoga que je vais m'empresser de continuer à élucider. Si vous avez des infos, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous mets mon email, écrivez-moi. Ensemble, on est bien plus fort. Voilà, je vais vous laisser en musique avec quelques petites vidéos. La première qui va commencer, c'est cette chapelle assez étrange dans une grotte au pied du mont Pushigi et les souterrains. Et puis une petite vidéo que j'ai trouvée sur qu'on m'a envoyé, que j'ai trouvé. Ah, je sais plus. Pardon si quelqu'un me l'a envoyé. Donc allez, on va lui attribuer C'est Noël sur le web romain. De choses assez étranges sur la Terre creuse. Alors, est-ce qu'il y a du fake dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de fake? Mais, comme dit, la leçon que vous devez retenir de cette émission, pour cacher une vérité, le plus simple est de dire des mensonges, mais agrémentés de vérité. N'oubliez jamais ça. Voilà. Ben, je pense que je vais réussir à mettre la vidéo en montage et la publier pour ce soir. Pour tous ceux qui sont seuls, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël, même si vous êtes tout seul. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Écrivez-moi si vous en avez besoin. Je suis là. Il n'y a pas de souci.